Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup à Clément Beaune et à ses équipes pour l'invitation. On ne va pas se le cacher, il y a quelque chose d'un peu baroque à faire un événement sur les chocs que subit la démocratie dans le moment dans lequel on est. En ce moment, il y a quelque chose à la fois d'amusant et d'un peu vertigineux, mais ce qui rend du coup l'événement très intéressant. Clément Beaune a évoqué quelques chiffres tout à l'heure du baromètre de la confiance politique pour montrer globalement, et je pense que la séquence que nous vivons en ce moment ne va rien arranger à l'affaire, les Français en effet sont dans un grand désarroi démocratique. En tout cas, c'est ce qu'on voit, et il a évoqué des chiffres du baromètre de la confiance politique. Je vais vous en citer quelques-uns que je trouvais assez intéressants et assez percutants pour montrer dans quel moment l'on est pour la démocratie. 52% des Français considèrent qu'il n'y a pas de quoi être fier de notre système démocratique, contre 42% en Italie et 33% en Allemagne. Je disais, je pense que le moment que l'on vit ne va rien arranger à l'affaire. 48% des Français estiment que rien n'avance en démocratie. Il faudrait moins de démocratie et plus d'efficacité. 41% approuvent l'idée d'un homme fort qui n'a pas besoin des élections ou du Parlement, qui a un score inégalé depuis 2017, depuis en tout cas que le baromètre de la confiance politique mesure cet indicateur depuis 2017. Et 73% souhaitent un vrai chef en France pour remettre de l'ordre, contre 60% en Allemagne et en Italie. Et peut-être dernier élément, parce que je crois que le moment aussi résonne beaucoup avec l'événement et avec ces chiffres-là, face au chaos politique actuel, 65% des Français préfèrent se détourner de la politique et se concentrer sur leur vie personnelle, contre 50% en Allemagne. 65% des Français préfèrent se détourner de la vie politique pour se concentrer sur leur vie personnelle et se recroqueviller sur leur sphère d'ultra-proximité. Donc peut-être 3 hypothèses de prospective, justement, s'agissant de la démocratie, pour lancer les débats. Hypothèse 1, à mon avis, il y aura de moins en moins de gens pour défendre la démocratie. En gros, le problème de la démocratie dans les années à venir, c'est qu'il y aura de moins en moins de démocrates et de moins en moins d'individus pour défendre la démocratie. Hypothèse 2, Clément Beaune l'a évoqué tout à l'heure, hypothèse 2 en matière de prospective, il y a une fascination pour l'autoritaire, et notamment chez la jeune génération. Et donc, on peut considérer que dans les années à venir, cette fascination va grandir, cette fascination va augmenter, et il y aura de plus en plus d'individus fascinés par l'autoritaire. Et hypothèse 3, en matière de démocratie, il y a déjà une fatigue démocratique qui s'exprime. On le voit à travers l'abstention, on le voit à travers la fatigue informationnelle. En gros, on le voit à travers la prise de distance que les individus ont vis-à-vis de la politique et vis-à-vis de tout ce que l'on considère comme démocratique. Et on peut considérer que cette fatigue politique, cette fatigue démocratique va augmenter encore avec le temps. Ces 3 hypothèses évidemment pessimistes, ces 3 hypothèses évidemment qui ne sont pas très optimistes, mais je voulais en tout cas les mettre dans le débat tout de suite pour discuter avec nos intervenants, que je remercie pour leur présence et que je vais présenter. D'abord, ici Romain Badoir. Romain Badoir, vous êtes chercheur en sciences de l'information et de la communication et enseignant à l'Institut français de presse Paris 2 Panthéon-Assas. À côté de vous, à votre droite, Nona Meyer. Nona Meyer, chercheuse en sciences politiques et directrice de recherche émérite au CNRS. Nona, vous venez juste de publier un livre collectif, French Democracy in Distress, aux éditions Palgrave, et qui est disponible en e-book et qui sera bientôt disponible en version papier. À côté de moi, Lucille Schmitt. Lucille, vous êtes présidente de la Fabrique écologique. Et tout là-bas, à côté de Nona Meyer, Justin Veil. Justin, vous êtes fondateur et directeur général du Forum de Paris sur la paix. Justin, je voudrais démarrer avec vous. J'ai insisté sur une des hypothèses qui est la fascination pour l'autoritaire, la fascination pour l'autorité. Et l'une des hypothèses, en effet, en matière de prospective qu'on peut faire, et j'aimerais avoir votre regard, vous qui connaissez bien la géopolitique et qui ne connaissez bien aussi évidemment bien les États-Unis, comment vous percevez cette fascination pour l'autoritaire, cette fascination pour l'autoritarisme, qu'on retrouve notamment, et ça c'est un élément qui est très frappant, chez la jeune génération, en France, mais pas que en France. Comment vous analysez et percevez ça? Et est-ce que vous considérez que cette hypothèse est plausible de l'augmentation de la fascination pour l'autoritarisme? Oui, enfin c'est un retour de la fascination pour l'autoritarisme. Parce que si on se place dans une perspective historique un peu plus longue, on voit bien qu'il y a des liens qui ne sont pas exclusifs, mais qui sont très importants entre géopolitique et régime. Autour d'Athènes et de Sparte, il y avait des régimes qui ressemblaient à Athènes et Sparte. On sait que le nombre, pour faire un peu moins dans l'antique, on sait que le nombre de démocraties a beaucoup varié au XXe siècle. À certains moments, après la Première Guerre mondiale, une floraison de démocratie, et puis peu à peu des régimes autoritaires. Quand le fascisme arrive en Italie en 1922, il fait des émules. Et quand le nazisme arrive en 1933, en Allemagne également. Et donc ça passe à la fois par
dont on parle maintenant, c'est-à-dire la fascination. Il y a des modes. Il y a une mode de l'autoritarisme, il y avait une mode du fascisme, il y avait des tas de partis qui voulaient ressembler à ce que faisaient l'Allemagne et l'Italie. Et puis il y avait du concret, c'est-à-dire il y avait le soutien à Franco pendant la guerre d'Espagne, il y avait le soutien au régime autoritaire, au régime fasciste, etc. Bon, après la Seconde Guerre mondiale, nouvelle floraison de démocratie, et puis l'URSS soutient un certain nombre de partis communistes dans divers pays et là, à nouveau, réduction du nombre de démocraties. Et c'est uniquement dans les années 70, 80, 90 qu'on voit cette troisième vague de démocratie. Alors, bien sûr, il y a des tas de facteurs structurels, des facteurs sociaux, des facteurs d'agrandissement des classes moyennes, etc. Mais il y a aussi de la géopolitique, c'est-à-dire quel est l'équilibre des forces, qui soutient la démocratie, etc. Quand Dimitri Kuleba parlait de l'Europe et qu'il fallait aider l'Europe, etc., c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'actuellement, vous savez, il y a une vingtaine d'années, Condoleezza Rice, alors conseillère de sécurité nationale de Bush, parlait de a balance of power that favors freedom, un équilibre des puissances qui favorise la liberté. Bon, on s'est un peu moqué d'elle à l'époque, mais en fait, il y a bien cette idée que quand il y a une corrélation des forces en faveur de la démocratie, il y a plus de démocratie. Et quand il y a des régimes autoritaires qui tiennent le haut du pavé et qui, en plus, mènent des actions concrètes. Poutine dépense 1,5 milliard en propagande à l'extérieur de ses frontières pour semer la désinformation, pour faire douter les démocraties, etc. Et ben, le nombre de démocraties baisse. La fascination de la jeunesse pour l'autoritarisme en est rehaussée, etc. Donc je crois qu'il y a quelque chose de très corrélé là. Et puis, le deuxième aspect, c'est les États-Unis. Ça, Clément Beaune en a parlé dans son introduction. Pour avoir enseigné les États-Unis pendant longtemps, on ne peut plus enseigner aujourd'hui, en octobre 2025, les États-Unis comme avant. Ça n'est pas les mêmes États-Unis actuellement. Alors, il faut se garder disons, de jugement à l'emporte-pièce. Mais enfin, Clément parlait des checks and balances. On pourrait parler de la rule of law, parce que de plus en plus de lois sont simplement ignorées par l'administration. On pourrait parler des relations civilo-militaires. On pourrait parler en effet des universités. Bref, il y a quelque chose de fondamental qui est en train de se passer aux États-Unis et qui va exactement dans le mauvais sens par rapport à mon premier point sur la géopolitique et la corrélation internationale des forces en soutien à tel ou tel type de régime, et qui est très, très, très préoccupant parce que l'Amérique, c'est une part de nous, en réalité. Et ça va nous poser deux types de problèmes. D'une part, ça va amplifier, par exemple, cette fascination pour l'autoritarisme, mais qui n'est qu'un aspect de la chose, ou pour le trumpisme, concrètement. Et puis, deuxièmement, ça va poser des dilemmes diplomatiques, tôt ou tard. Parce qu'on peut bien sûr s'entendre avec Trump, faire des deals sur le commerce ou essayer de faire avancer le dossier israélo-palestinien. Mais enfin, il y aura un moment, un vrai problème, notamment probablement au moment des élections de novembre prochain, de novembre 26, parce qu'avec l'armée déployée dans plusieurs villes démocrates et puis des modifications aux règles électorales, on peut vraiment s'inquiéter pour l'avenir de la démocratie aux États-Unis. Nona Meyer, un des facteurs de déstabilisation, c'est finalement votre objet d'étude depuis des années, c'est le populisme, ce sont les partis populistes et l'augmentation évidemment des scores électoraux des partis populistes. La France, c'est pas isolé pour le coup en Europe et dans le monde sur le score qu'a notamment le RN aux dernières élections législatives et dernières élections présidentielles. Est-ce qu'il y a pas quelque chose d'inéluctable finalement dans l'arrivée du RN au pouvoir, parce que finalement, c'est ce qui se passe aussi dans d'autres pays. C'est ce qui secoue aussi au départ d'autres pays. Le caractère inéluctable de l'arrivée de RN, par ailleurs, semble de plus en plus présent dans l'atmosphère, quand vous discutez avec les gens, quand vous faites des enquêtes. Est-ce que vous considérez, vous, que c'est inéluctable ? Pas du tout, parce que je pense qu'en politique, rien n'est jamais inéluctable ou inévitable. Il n'y a pas de déterminisme, il y a de la volonté politique. Donc, je dirais qu'il y a une progression absolument spectaculaire du Rassemblement national, si c'est ça que vous avez en tête. Et à travers l'ensemble des vieilles démocraties, on voit progresser des partis de droite populistes autoritaires. Oui, ça c'est parfaitement vrai. Et on voit très bien que ça ne date pas d'hier. Ça commence dans les années 90 avec l'accélération de la mondialisation qui laisse les plus vulnérables sur le côté de la route et qui donne le sentiment que les gouvernements n'ont plus la maîtrise de ce qui se passe. C'est ça qui encourage ce repli sur la nation, sur les frontières, sur
des gouvernements autoritaires, etc. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont gagné? Non. Si je prends le cas du Rassemblement national, il y a un certain nombre de points qui nous montrent que c'est un tout petit peu plus compliqué. D'abord, les idées du Front National. Il y a un livre qui vient de sortir avec Étienne Ollion et Michael Fessel, dans lequel il parle d'une étrange victoire. Et il montre que non, ils ne sont pas hégémoniques sur le plan des idées. Alors, si je prends des idées, dans une démocratie, ce qui est au cœur de la démocratie, il y a la tolérance, il y a l'acceptation de l'autre dans sa différence. Tous les ans, depuis 1990, la Commission nationale consultative des droits de l'homme fait un sondage sur toutes les formes de relations aux minorités, aux autres. Eh bien, contrairement à ce que vous pourriez imaginer, depuis 1986, avec des hauts et des bas et des reculs en arrière, eh bien, il y a eu une montée de la tolérance et de l'acceptation. Il y a eu un recul après le 7 octobre, très clair. Il y a eu une montée de l'antisémitisme, du rejet des immigrés, mais on est reparti à la hausse. Donc, quelque part, les idées d'exclusion d'un parti comme le Rassemblement national, elles n'ont pas gagné. Si vous prenez la préférence nationale, on pose cette question il y a quelques mois dans le dernier sondage. Vous avez 33% des personnes interrogées qui ont le sentiment que, en matière d'aide sociale, de logement et d'emploi, il faudrait donner la priorité à un Français sur un étranger en situation régulière. Donc, quelque part là, on n'a pas gagné. Par ailleurs, maintenant, si on regarde, si vous me laissez encore quelques instants, si on regarde non plus les idées, mais si on regarde les scores électoraux, oui, on peut dire que la dynamique électorale du Rassemblement national et de toutes ses droites à travers l'Europe et dans le monde, elle est spectaculaire. On dépasse les 30% aux européennes et au premier et au deuxième tour des élections législatives. Mais quand on regarde bien, si on recalcule ces scores par rapport aux inscrits, ça veut dire que Bardella, aux européennes, il a fait 15,7% des inscrits. Et aux législatives, leur score, vous êtes plutôt aux alentours de 19,20. Donc il faut replacer ça dans un contexte plus général qui est la montée de l'abstention, l'importance des personnes interrogées dans notre sondage de la CNCDH qui n'ont pas la nationalité française et qui ne votent pas, l'importance des gens qui ont la nationalité française mais qui ne sont pas inscrits, ou qui, comme l'ont montré Jean-Yves Dormagin et Céline Braconnier, ils sont mal inscrits. Donc, ils ne peuvent pas se déplacer pour aller s'inscrire là où ils devraient voter. Et enfin, il y a ceux qui ne votent pas. Autrement dit, il y a tout un potentiel réservoir de voix, pas seulement pour la gauche, la droite, le Rassemblement national, mais ça veut dire qu'il y a un réservoir potentiel de voix. Et là-dedans, ces fameux jeunes. C'est de très loin les plus tolérants. Cette montée de la tolérance, elle est portée par le renouvellement générationnel et la hausse du niveau d'études et le fait que nous vivons dans une société de plus en plus diverse. Et ce sont ces mêmes jeunes qui, aujourd'hui, font ce qu'on appelle le vote intermittent. Ils décident, je vote si je veux, quand je veux, si je trouve que ça vaut la peine. Et ils ont le sentiment que ça n'en vaut pas la peine. Donc, ils sont les plus mécontents du fonctionnement de la démocratie, les plus enclins à ne pas aller voter, donc à aider les scores du Rassemblement national. Et dans le même temps, parmi les jeunes les moins instruits, c'est là que le Front National a fait longtemps ses meilleurs scores. Là, il est en train de rattraper ses scores chez les personnes plus âgées. Mais donc, je proposerai une vision un tout petit peu moins pessimiste que celle que vous venez de développer. Merci beaucoup. Romain, un des facteurs de déstabilisation, évidemment, c'est le numérique. Ça doit arriver très vite, en fait, dans les discussions désormais quand on s'intéresse à la démocratie, quand on s'intéresse au choc de la démocratie. Et toi, tu nous dis, un des chocs qui vient, c'est le technofascisme, finalement, qui va impacter la démocratie au même titre que la montée de l'autoritarisme, d'une part, ou l'augmentation des partis populistes, d'autre part. Oui, merci. Alors, le technofascisme, ce n'est pas moi qui ai inventé ce terme. C'est un terme qu'on entend beaucoup dans les médias, dans le débat public depuis le début de l'année, pour décrire justement la manière dont les grands pouvoirs économiques de la Silicon Valley s'alignent ou s'allient avec le pouvoir autoritaire de Donald Trump. Ce qui a, dans un premier temps, beaucoup surpris parce que on pensait, ou on savait en tout cas, que les grandes compagnies de la tech dans la Silicon Valley penchaient plutôt à gauche, défendaient des valeurs progressistes, soutenaient le Parti démocrate. Et donc on a été étonnés dans un premier temps de voir ce ralliement, qui en fait était assez logique parce qu'on sait bien que ces compagnies, certes, elles défendent certains principes, mais elles défendent surtout des intérêts économiques. Et que si leurs intérêts économiques s'alignent sur la diplomatie de Donald Trump, elles vont s'y rallier assez naturellement. Surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que cette alliance, elle nous a beaucoup marqué en Europe,
parce qu'elle arrive à un moment où nous, on était en train de célébrer ce qu'on pourrait appeler un moment régulateur, c'est-à-dire qu'on a fait passer le Digital Services Act, le Digital Market Act ces dernières années, et en Europe, on célébrait ce moment où la puissance publique revenait dans ces débats de la question de la régulation des plateformes et de l'économie numérique en tapant du poing sur la table et en imposant des nouvelles règles. Et on se rend compte qu'en fait, dans le cadre des conflits diplomatiques entre l'Union européenne et les États-Unis, notamment sur les tarifs douaniers, à partir du moment où la question de la régulation des plateformes, ça devient un enjeu des négociations, que devient la volonté politique en fait par rapport à ces enjeux-là. Ceci étant dit, ces textes sont passés, ils sont appliqués. On peut aujourd'hui regarder un peu comment ils sont appliqués. Globalement, on peut dire que les compagnies américaines, dans leur majorité, se mettent en conformité avec ces nouveaux textes. Mais on voit bien aussi que ces nouveaux textes réglementaires, ils ont quand même, ils présentent 3 gros problèmes. Le premier, c'est quand même la question des sanctions. C'est-à-dire que ce que prévoient ces textes, c'est que si les compagnies américaines n'obtempèrent pas, on peut leur imposer des amendes records, voire même on pourrait interdire tout simplement à des services américains d'être présents sur le territoire européen. On pourrait interdire YouTube, on pourrait interdire X, on pourrait interdire TikTok. Mais en fait, on voit que quand de l'autre côté, on a des gens comme Elon Musk qui sont prêts à engager un bras de fer, et que ces sanctions sont imposées, en fait, ces compagnies, elles ont toujours des recours multiples pour pouvoir éviter ou contourner les sanctions. Le deuxième problème, c'est celui de la temporalité. C'est-à-dire que cette régulation, c'est une régulation qui se met en place a posteriori. C'est-à-dire on va demander tous les 6 mois aux plateformes de publier des rapports de transparence. On va voir, est-ce qu'elles se sont bien mises en conformité? Oui, c'est bien, non, c'est pas bien, etc. Alors que lorsque, vous en parliez, lorsque on est face à des problèmes démocratiques de type les ingérences étrangères dans des processus électoraux, comme la Roumanie en a connu l'année dernière, on voit en direct en fait qu'il y a des tentatives de déstabilisation d'une élection présidentielle, et en fait on n'a pas les leviers, politiques, législatifs pour pouvoir empêcher ce phénomène d'arriver. On ne peut pas agir directement pour bloquer des contenus, bloquer des applications lorsque vraiment le danger est imminent et flagrant. Et le troisième, c'est la question de la transparence. C'est-à-dire qu'on a beaucoup cru dans le pouvoir de la transparence en disant on va demander aux plateformes d'être transparentes et ça va régler tous les problèmes. On va enfin savoir ce qu'elles font avec les contenus, comment fonctionnent leurs algorithmes, etc. Et on se rend compte qu'en fait, la transparence, ça offre aussi à ces acteurs économiques ce qu'on appelle une opportunité d'opacité stratégique. Ça veut dire que Facebook, Meta, TikTok, X, ils nous disent ce qu'ils ont envie de nous dire sur ce qu'ils font exactement sur leurs serveurs, de nos données, etc. Mais nous, les citoyens ou même les régulateurs, on n'a pas vraiment les moyens d'aller vérifier par nous-mêmes si ce qu'ils nous disent est vrai. Alors ça, justement, le DSA, il s'attaque à ça en imposant des audits aux grandes plateformes pour qu'il y ait des auditeurs indépendants qui puissent aller vérifier justement que quand les plateformes nous disent des choses, elles nous disent la vérité. Donc ça, c'est une voie peut-être à suivre. Mais pour terminer, cette question de la transparence, elle est encore plus problématique quand on parle de l'intelligence artificielle, parce que le fonctionnement même de l'intelligence artificielle fait que les concepteurs eux-mêmes de ces outils ont beaucoup de mal à expliquer comment ils fonctionnent, ce qui a donné naissance à ce qu'on appelle le champ de l'explicabilité, c'est-à-dire des chercheurs, des chercheuses qui cherchent à des procédures, des dispositifs pour expliquer comment fonctionnent les gros modèles d'IA. Mais on voit que c'est encore aujourd'hui très compliqué à faire. On peut expliquer le fonctionnement d'un modèle dans son ensemble, mais pourquoi ChatGPT me donne cette réponse quand je lui pose cette question précise? On a encore du mal à l'expliquer, et on voit bien comment aujourd'hui ces outils, on commence à apercevoir comment ils pourraient être utilisés comme des instruments de déstabilisation démocratique. Et donc voilà, cette question de la transparence, elle ne règle pas tout, loin de là. Voilà ce que je... Lucile, on a parlé d'autoritarisme, on a parlé de populisme, on a parlé de numérique. On n'a pas parlé d'écologie. En quoi l'écologie est un problème pour la démocratie? Il y a une phrase que j'aime bien, que j'ai trouvée intéressante, que tu m'as dit « Penser la démocratie avec la nature ne va pas de soi ». En quoi c'est incompatible et en quoi la démocratie est impactée par définition par l'écologie? Merci, vous avez 2 heures. Alors, pourquoi est-ce que la démocratie
ne va pas de soi lorsqu'il s'agit de penser la nature et vice-versa, parce que nous le savons bien, nos institutions n'ont pas été pensées en y intégrant cette préoccupation de la nature. Pour autant, ça ne signifie pas que nous n'avons pas toujours vécu avec la nature dans une relation dualiste. Il y a évidemment nature-culture, mais il y a aussi artifice-nature, il y a aussi préservation-transformation. Enfin, cette question de la ligne de tension, en tout cas, entre notre existence, ce que nous sommes comme êtres humains, et ce que nous sommes à la nature, c'est quelque chose qui est profondément une question métaphysique. Voilà. Donc comment est-ce qu'on transcrit la question métaphysique dans les institutions? Je crois que c'est quelque chose qu'on a évité de faire. Alors bien sûr, en 2005, il y a eu la charte de l'environnement qui a été intégrée à notre Constitution, mais est-ce qu'elle a vraiment été intégrée à notre manière de gouverner, à notre manière de penser, à notre manière d'agir? Ça reste à démontrer. Et ce que je disais aussi à Jérémy en préparant cette table ronde, c'est que par ailleurs, la question de l'urgence, c'est-à-dire le sentiment que nous découvrons cet enjeu de penser la nature dans nos institutions, dans notre manière de faire démocratie au moment où il est presque trop tard, et même certains vous diront qu'il est trop tard, est évidemment profondément angoissante. Donc je dirais qu'aujourd'hui, dans nos démocraties, ce qui nous saisit par rapport à la question de la nature, c'est des émotions contradictoires, une forme de violence. On l'a vu au moment où les manifestations agricoles dans toute l'Europe en 2023 ont au fond opposé le fait de préserver la nature au fait de pouvoir se nourrir, et où ceux qui nous disent nous sommes au plus près de la nature nous ont dit en voulant préserver la nature, vous nous faites du mal. Je trouve que c'était quelque chose d'assez incroyable parce qu'on s'était habitué à penser la question écologique beaucoup sous l'angle des politiques énergétiques, et là on s'est aperçu que la question de l'extinction de la biodiversité, la question de la disparition de la nature était au fond un enjeu de tension extrêmement forte par rapport à ceux qui disent nous la connaissons le mieux. Est-ce que c'est vrai ou pas? Lorsqu'on est urbain, en tout cas, lorsqu'un agriculteur vous dit qu'il connaît mieux la nature que vous, en règle générale, vous pensez qu'il a raison. Je ne suis pas en train de dire que c'est vrai, mais je pense qu'en tout cas, ça a conduit à une sorte de décrédibilisation de la parole des chercheurs et des scientifiques qui, aujourd'hui, lorsqu'ils travaillent sur les enjeux de biodiversité et de nature, nous disent on ne comprend pas pourquoi on est à ce point si peu audible par rapport à ceux qui travaillent, par exemple, sur les questions énergétiques. Deuxième chose qui résonne avec ce qui a été dit tout à l'heure sur les jeunes et l'autoritarisme, ou les jeunes, ou ce que disait Nona Mayer d'une manière plus, quand même plus, que je trouve plus rassurante pour moi, sur le vote par intermittence, et en tout cas le sentiment que certains combats démocratiques valent plus la peine d'être empoignés, d'être vécus que d'autres. On voit bien que lorsqu'on est un jeune écologiste, et d'ailleurs même un vieil écologiste, on a très envie d'une dictature verte aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sait que sur les questions écologiques, l'enjeu des contre-pouvoirs a toujours été puissant dans toute l'histoire des mouvements écologistes, dans les années 1970, autour du Larzac, autour de la lutte contre le nucléaire. On sait qu'aujourd'hui, les soulèvements de la Terre représentent une force très, très importante. On sait qu'il y a eu les grèves climatiques. Et donc, régulièrement, lorsque vous discutez, l'idée qu'au fond, il faudrait quelque chose qui ne relève pas d'un fonctionnement démocratique dans lequel le jeu d'acteurs, le jeu de ceux qui ont le pouvoir en démocratie, va en fait contre la reconnaissance de l'urgence écologique, c'est un vrai sujet. Alors, dans ce cas-là, en général, on dit oui, mais tu as déjà vu un dictateur vert. En règle générale, les dictateurs sont plutôt des dictateurs productivistes. Il reste que, par exemple, la Chine, dans toutes ses propositions dans les COP climat, aujourd'hui fait des propositions qui sont considérées comme tout à fait crédibles, avec une vision très technologique de la puissance verte et non pas une vision de préservation de la biodiversité. Mais il reste que cette question de la dictature verte est une question, me semble-t-il, je ne veux pas être trop longue, qui pose directement l'enjeu de contrainte et liberté. Nous sommes dans un contrat social dans lequel ce qu'on appelle contrainte et ce qu'on appelle liberté, ça ne permet pas de penser l'enjeu de la nature. Ça ne permet pas davantage, je crois, de penser aujourd'hui un avenir commun. Et je voulais terminer en rappelant qu'Emmanuel Macron, il y a quelques années, avait voulu inscrire dans la Constitution, à l'article 1er, et non pas dans une charte à côté, la question des limites planétaires et de la lutte contre l'extinction de la biodiversité, qu'à l'époque, Gérard Larcher, déjà président du Sénat, avait dit « Ah oui, mais si on met ça, ça ira directement contre la liberté du commerce », qui est également un principe garanti, un principe de droit garanti. Comment fait-on par rapport à cette histoire de contrainte et liberté? Il y a un moment, il faudra résoudre les contradictions et peut-être considérer que la liberté du commerce est une liberté moins importante que la liberté tout simplement de vivre dans une planète habitable et dans laquelle la nature n'aura pas été complètement éteinte et n'aura pas complètement disparu.
particulièrement pour les classes populaires. Alors très bien, tu me fais la transition parce que j'ai une question pour vous toutes et tous. Ce qui vient impacter beaucoup les démocraties, ce qui vient impacter à la fois la démocratie en France, mais ce qui est aussi vrai dans le monde, et Justin, je vais me tourner vers vous pour répondre en premier, c'est le grand ressentiment aujourd'hui des classes populaires, des catégories populaires, des ouvriers, des employés, qui ont, à mon avis à juste titre, l'impression de ne pas être dans le film, l'impression de ne plus être dans la photo de famille. Ce ressentiment des classes populaires, aujourd'hui, à mon avis, est un des chocs importants qui attaquent évidemment et qui impactent la démocratie, et que les démocraties n'ont pas encore, à mon humble avis, traité comme il le faut. Et ça, idem sur des hypothèses d'avenir. Si on n'est pas capable, à mon avis, de traiter ce ressentiment des classes populaires, les questions et les diagnostics qu'on a élaborés depuis le début ne vont faire qu'augmenter. Justin, d'abord pour toi. Merci. C'est une question vraiment très, très compliquée à laquelle il faudrait consacrer pas mal de temps et je vais beaucoup simplifier. Mais il me semble que, moi je me souviens de mes études à Sciences Po dans les années 90. Moi aussi je cite mes maîtres de Sciences Po d'il y a quelques temps, comme Clément. Serge Bernstein enseignait à l'époque avec Pierre Milza sur l'histoire du XXe siècle et montrait comment la fragilisation des classes moyennes dans les années 20 et 30, pas seulement sous l'effet de la crise, mais à plus long terme, avait rendu la démocratie plus fragile. Et on est tous d'accord, je crois qu'on en convient tous, il y a un lien entre la structure sociale et la structure politique. Et ce à quoi on assiste depuis une trentaine d'années, depuis la fin de la guerre froide, disons, c'est aussi à une fragilisation des classes moyennes. Je prends l'exemple américain parce que c'est celui que je connais le mieux, mais la hausse continue du pouvoir d'achat commence à stagner pour les classes les moins favorisées à partir des années 80, en gros. Et plusieurs chocs, notamment d'ouverture du commerce, d'automatisation, de mécanisation, etc., font que la période des belles années, on appellerait ça les 30 glorieuses en France, peu à peu s'arrête, les inégalités augmentent assez fortement. Et tout ça résulte, et je simplifie beaucoup évidemment, mais dans le ressentiment très fort des classes moyennes et des classes moyennes inférieures blanches qui votent pour Trump et qui estiment avoir été les perdantes de la globalisation, de l'ouverture notamment de l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2001, de NAFTA ou de l'ALENA dans les années 90, des perdants des guerres culturelles aussi, hein, un noir à la Maison-Blanche. Il y a aussi ce sous-jacent racial aux États-Unis qui compte avec l'élection d'Obama qui suscite quelque chose d'assez profond. Et puis les perdants de l'activisme américain dans le monde, qui n'est plus le garant d'une augmentation régulière du niveau de vie. Et donc, il n'est pas très, très étonnant que ces classes moyennes se détournent alors sous des formes diverses, de populisme, de rejet des élites, qu'elles soient forces républicaines du centre ou démocrates, pour s'en remettre aux promesses de Trump, dont on voit bien que les tentatives de réindustrialiser et donc de faire revenir cette époque un peu bénie des good jobs, de la protection sociale, enfin de l'assurance médicale notamment, etc., est vouée à l'échec. On voit bien que ça ne fonctionne pas. Et donc la fragilisation des démocraties me paraît en effet directement liée à ça. Le grand choc de la crise de 2008, le choc en plus renforcé par ce dont on parlait à l'instant, c'est-à-dire le désordre de l'information, de la sphère de l'information, les nouveaux régimes de vérité qui apparaissent. Tout ça explique, mais en effet, je pense qu'il y a un soubassement social. Et ce que Trump promet, et ce que les populistes promettent, c'est de revenir, au fond, de défaire ces effets induits de la globalisation sur la structure sociale, et notamment pour tous les perdants de la globalisation qui n'ont pas été compensés par l'ouverture et l'enrichissement de certains dans leur pays, et qui maintenant se tournent vers d'autres formes de gouvernance qui ne sont pas démocratiques. Nona Meyer, dans le livre que j'ai cité tout à l'heure, dans votre nouveau livre, vous défendez une autre thèse, en tout cas une thèse un peu plus nuancée. Vous dites que la démocratie
pourrie par la tête. Ça signifie quoi, la démocratie pourrie par la tête? J'ai repris le terme d'un chercheur américain que j'aime beaucoup qui s'appelle Larry Bartels, et il a écrit un livre qui s'appelle Democracy Erodes from the Top. Ça veut dire que, au fond, pour lui, ce sont les élites dirigeantes qui sont les plus responsables du populisme, parce qu'il reprend les données des enquêtes européennes sur 20 ans et montre qu'il n'y a pas une montée des attitudes populistes, qu'il n'y a pas une montée du rejet de l'immigration, que, en fait, c'est ce qui se passe au niveau des élites. Et c'est exactement ce que dit Vincent Tibéry dans son livre sur le mythe de la droitisation. C'est-à-dire, quand on regarde nos données et celles de la CNCDH, on voit qu'il y a une montée de la tolérance. Mais on voit parallèlement une montée des votes pour le Rassemblement national et une tentation croissante dans une large partie de la classe politique de copier le Rassemblement national, de faire encore une nouvelle loi et encore une nouvelle loi sur l'immigration qui sera à la limite du constitutionnel. Bon, donc on est dans un système où ce que disait Larry Bartels et ce que dit Vincent Tibéry revient au même. Il y a un décalage croissant entre ce qui se passe en haut et ce qui se passe en bas. Ce ne sont pas les mêmes attentes. D'ailleurs, si vous regardez en bas, leur préoccupation numéro 1, ce n'est pas l'immigration, c'est le pouvoir d'achat, c'est la dignité, la reconnaissance en tant que travailleur. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Mais du coup, j'en profite, si vous me laissez quelques minutes, pour rebondir sur cette idée des gens qui sont absents du tableau. Effectivement, comme aux États-Unis, Félicien Faury a très bien décrit ces classes moyennes, le bas des classes moyennes, qui est pleine de ressentiment, parce qu'elles ont le sentiment qu'ils sont pris en étau entre ceux qui ont de l'argent et du pouvoir et les cassos, les personnes issues de l'immigration qui, à leurs yeux, ont des tas d'avantages qu'ils n'ont pas. Donc ça, le problème est là. Mais vous posez une autre question qui est absent du tableau? Et là, c'est un peu plus compliqué. Et là, il y a un très très bon travail par Camille Pegny, qui est un sociologue, dans lequel il s'était amusé à croiser des données de recensement et des données d'enquête électorale. Et il croisait, enfin je le reprends, l'enquête emploi et participation électorale. Il parle d'un indice d'exclusion électorale. C'est exactement ça à quoi ils ne sont pas dans le tableau. La somme des personnes qui n'ont pas la nationalité française, qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales et qui sont des abstentionnistes constantes par catégorie socio-professionnelle. Cet indice d'exclusion, il passe de 10 chez les cadres à presque 40% chez les ouvriers non qualifiés de type artisanal. Donc il y a des catégories qui sont presque structurellement exclus du tableau. Et ça crée une forme de ressentiment. Et il y a un autre phénomène qui est pas seulement la hausse de la pauvreté, qui est en train de monter, mais la hausse de la précarité. Et là, c'est un sociologue, Robert Castel, qui montrait que c'est dès la fin des 30 Glorieuses qu'on voit monter ce sentiment d'insécurité sociale, d'insécurité économique. Bon, il y a des tas d'indicateurs qui nous permettent de mesurer cette précarité sociale. Ce n'est pas simplement la privation matérielle, c'est vivre au jour le jour. On ne sait pas de quoi sera fait demain. On ne sait pas en quoi de coup dur, si on pourra compter sur quelqu'un. Eh bien, il y a un très beau score qui s'appelle EPIS. Ce n'est pas le charme de l'Orient, c'est juste un certain nombre de questions qui permettent de dire si vous êtes ou non précaire. Eh bien, la proportion de précaires là, à la fin en 2024, c'était 31%. C'est énorme. Or, plus vous êtes précaire, et moins vous allez voter, dans des proportions qui peuvent atteindre 50%. Donc une démocratie, c'est la participation égale de tous. On en est loin. Romain, les catégories populaires, elles ont aussi le sentiment de ne pas être dans le film informationnel. Un des éléments qui nous avait frappé quand on a mené cette étude sur la fatigue informationnelle, c'était que c'était en effet les catégories populaires qui prenaient de plus en plus de distance vis-à-vis de l'information parce qu'elles disaient ce que j'entends le matin en allumant la radio. Sur un exemple, question de mobilité, quelqu'un du fin fond de la Mayenne qui nous avait dit j'écoute la radio et sur les questions de mobilité, moi ce que j'entends c'est grève à la RATP, problème sur le périph', guéguerre contre je ne sais quelle innovation de trottinette ou que sais-je encore. En gros, ce qu'il me disait, c'était la vie informationnelle est une vie parallèle par rapport à ma vie. Est-ce que là, il n'y a pas un enjeu aussi dans leur sentiment de ne plus être dans le film et de ne plus être sur la photo de famille? Alors si, bien sûr. En fait, il y a deux manières de prendre le sujet. Soit on regarde la question de la manière dont les classes populaires consomment l'information, auquel cas, effectivement, on se rend compte que les classes populaires sont plus sujettes à la fatigue informationnelle, au fait de ne pas s'informer, ou plus exactement, en tout cas sur les réseaux sociaux, mettre derrière l'idée de s'informer quelque chose qui est très différent de s'informer sur l'actualité politique internationale ou autre. C'est plutôt l'idée d'aller faire un tour sur les réseaux sociaux, voir ce qui se passe, ce qui s'y dit. Et lorsqu'on regarde
dans le domaine numérique, la question des usages, on se rend compte aussi que la question, c'est moins comment on consomme l'information que qui la produit. Parce que la sociologue Dominique Pasquier, par exemple, qui travaillait sur ces inégalités sociales dans le numérique, montrait que justement ceux qui produisent l'information en ligne viennent plutôt des classes aisées. Et que les classes populaires ont moins accès, en tout cas produisent moins de contenu en ligne. Et ça, il me semble que c'est vrai aussi dans les autres médias, en fait. Quand on regarde la composition sociologique des rédactions, la part des enfants d'ouvriers dans les rédactions, elle n'a fait que chuter depuis ces 40 dernières années. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'on ne parle pas des sujets de la même façon suivant notre vécu, nos expériences personnelles. Et je pense que sur les sujets d'inégalité sociale, quand on les a vécus, ou de discrimination par exemple, quand on les a vécus toute sa vie, quand on en a fait une expérience directe, on en parle de manière très différente de quand on a lu une étude sur le sujet. Et je pense que justement ce problème démographique, sociodémographique, dans les rédactions, dans la production de l'information, c'est vrai en ligne, c'est vrai dans tous les médias, ça joue beaucoup dans le fait de ne pas, pour les classes populaires qui reçoivent cette information, de ne pas se sentir sur la photo de famille, quoi. Lucile, pour terminer, évidemment, sur le lien entre catégorie populaire et écologie, il y a un élément que j'aime bien, que je trouve intéressant dans ta réflexion. Toi, tu nous dis, peut-être pour réconcilier les catégories populaires avec l'écologie, il faut cesser de qualifier. Il faut cesser de qualifier des actions, des activités comme écologiques, parce que c'est ça qui va polariser et c'est ça qui va créer justement ce qu'on appelle le backlash écologique ou le ressentiment. Ça veut dire quoi, cesser de qualifier pour réconcilier les catégories populaires à l'écologie? Oui, en fait, Jérémy fait référence à un travail que j'ai fait au sein du mouvement Emmaüs, dans lequel je mène une mission depuis maintenant 2 ans, pour essayer de montrer comment, puisqu'on parlait de précarité, des personnes en situation de grande précarité, dont aussi un certain nombre d'entre eux ne sont pas français, puisque dans les communautés Emmaüs, on accueille majoritairement des étrangers, que dans les salariés en insertion qui travaillent chez Emmaüs, beaucoup sont étrangers. Certains ont des papiers, ceux qui travaillent dans le salariat en insertion. Dans les communautés, il y a pas mal de sans-papiers. Il y a aussi évidemment des Français en situation de grande précarité, des familles notamment dites monoparentales, c'est-à-dire des mères seules avec leurs enfants. Et ce qui est frappant, c'est que lorsqu'on est dans des dispositifs de solidarité, l'idée de pratiquer l'écologie en plus, c'est déjà une fatigue. C'est-à-dire qu'on doit lutter chaque jour pour se déplacer, essayer de trouver un travail, tout simplement trouver à nourrir ses enfants, etc. Donc c'était compliqué. Et donc mon idée était effectivement d'organiser des conventions citoyennes. Alors c'est absolument pas au sens classique, enfin je veux dire très défini du terme, mais en tout cas des moments, des journées dans lesquelles on allait aborder ce qu'on faisait dans des pratiques qui au fond s'apparentaient à l'écologie sans la nommer. Donc une écologie sans les mots. Et en fait, ce qui était intéressant, ça rejoint un petit peu ce qui était dit tout à l'heure sur les études sur la tolérance, etc., de la CNCDH. C'est-à-dire que on ne demande pas aux gens tous les jours, mais là, ce que tu fais, là, c'est de la tolérance. Ah, ce que tu fais, c'est de l'écologie. Et bien, quand on ne leur demande pas, en fait, ils en font. Et par ailleurs, ils aspirent à en faire plus. C'est-à-dire que qui n'aspire pas à s'alimenter sainement ? Simplement, qui ne constate pas que s'alimenter sainement coûte plus cher que s'alimenter avec des cochonneries, et que par ailleurs l'offre d'alimentation saine n'est pas disponible dans la petite épicerie de la campagne, sauf si elle a organisé un contrat avec des producteurs locaux, mais ce qui n'est pas toujours le cas. Donc toute cette question en fait de les injonctions contradictoires dans lesquelles on se trouve, surtout lorsqu'on appartient aux classes populaires, c'est apparu très clairement dans cet exercice. Et ce qui me semble aussi très intéressant du coup, c'est que dans le discours sur le backlash écologique, on voit qu'il y a quelque chose de très réel sur le fait d'opposer l'écologie au peuple, au sens où le peuple n'a pas accès, au fond, à ce qui lui permettrait de devenir écologiste, mais que dans le discours construit sur le fait que le peuple n'aime pas l'écologie, alors là, c'est carrément une manipulation qu'on a d'ailleurs constatée aussi au cœur de l'été, lorsque 2 millions de personnes, alors qu'une étudiante inconnue avait lancé une pétition contre la loi Duplon, ont en fait souhaité signer cette pétition, non pas d'ailleurs souvent parce qu'elles se disaient écologistes, mais parce que de toute façon, elles voulaient ne pas avoir de cancer et conserver leur santé. Ce qu'on a constaté ensuite, d'ailleurs, c'est un rebond dans les achats de produits bio en août, et y compris beaucoup dans les lieux de grande distribution. Donc sans doute de personnes qui ne sont pas des bobos. Donc ce que je pense intéressant, c'est vraiment d'avoir en tête que lorsqu'on surqualifie les choses et lorsqu'on les fait tomber d'en haut, en fait, on peut
construire des fantasmes par rapport à ce que souhaitent les personnes, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur catégorie sociale. Et je trouve que cet exercice qu'on a mené avec Emmaüs a fait apparaître ça d'une manière assez forte. Merci à tous les quatre pour votre participation à la première table. Je vais vous laisser tranquillement, vous pouvez les applaudir.